tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui va être une sorte de vlog lecture, de mise à jour, avancement un peu de ma pile à lire d'automne dont je vous ai parlé il y a à peu près 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Pour le moment, j'ai terminé un livre qui était assez conséquent et qui n'est autre bien sûr que Le Chardonneret de Donna Tartt. Sacrée aventure qui a été ce pavé de presque 800 pages que j'ai lu en à peu près 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. C'était la première fois que je découvrais Donna Tartt et c'est un roman qui, sans avoir été un immense coup de cœur pour moi, est quand même un roman marquant, en tout cas qui m'a marqué et dont je pense que je vais me souvenir assez longtemps. Parce que d'une part, bon, c'est un texte conséquent, donc on passe du temps avec les personnages, on passe du temps à s'imprégner de ces personnages, de leur environnement, du contexte dans lequel ils évoluent, donc forcément je pense que ça imprime un peu plus dans notre mémoire. Et parce que, comme je disais un petit peu avant, c'est des décors et un environnement qu'on arrive très bien à se figurer, en tout cas que moi j'ai bien réussi à projeter. Et donc je pense que ça facilite aussi le souvenir par derrière et le fait que ça reste ancré dans la mémoire. C'est un peu compliqué de résumer ce livre, je dirais qu'on commence donc sur les mots d'un homme qui est dans une chambre d'hôtel à Amsterdam, qui semble reclus dans cette chambre d'hôtel et qui se sent traqué, ou tout du moins on ne sait pas s'il est vraiment traqué ou si c'est une impression qu'il a, ça on ne le sait pas. Et il fait une sorte de retour en arrière pour un peu nous expliquer comment il en est arrivé là, et notamment pour débuter sur un événement qui a bouleversé sa vie et qui est vraiment marque un petit peu le début du moment où il a commencé à écrire, qui est la mort de sa mère. C'est un décès brutal, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, Théo et sa mère, donc Théo le personnage principal, et sa mère sont victimes d'un attentat alors que Théo a 12-13 ans, et donc il subit une sorte de double traumatisme, déjà le traumatisme de l'attentat en lui-même, et ensuite le traumatisme bien sûr de perdre sa mère alors qu'il est encore enfant. C'est un deuil qui va marquer une grande partie du texte et globalement l'absence de sa mère va être quelque chose que Théo va essayer de combler tout du long de sa vie de diverses manières, quitte à utiliser des moyens parfois très dangereux. On va suivre en fait voilà sa prise en charge à partir de ce moment-là, parce que Théo n'a pas de père, ils ont été abandonnés par son père, donc pendant un moment il va un petit peu errer comme ça, on sait pas trop ce qui va advenir de lui. Et donc ça fait que le texte va très vite avoir un côté assez, je dirais, magnétique. Vraiment j'avais ce sentiment il se passait pas forcément des choses exceptionnelles à chaque page. Il y a des moments qui sont quand même très descriptifs, c'est un texte qui est très progressif dans la façon dont il raconte les choses, mais c'est magnétique dans le sens où on a envie de savoir ce qui va arriver à ce garçon, comment il va s'en sortir Théo, comment il va réussir à survivre à ça. Et il fait des rencontres à des personnages qui, voilà, on se pose un peu des questions de vers quoi ça va l'amener, qu'est-ce qu'il va tirer de ces relations, est-ce que ça va l'aider ou est-ce qu'au contraire ça va plus l'enfoncer dans sa situation. Il y a aussi quelques rebondissements qui donnent aussi ce côté qui alimente en tout cas cet aspect magnétique et qui donne envie de tourner les pages. Il y en a vraiment 2, moi en tout cas, rebondissements qui m'ont marqué, en tout cas auxquels je ne m'attendais pas, qui ont très bien fonctionné sur moi. Le Chardonneret, c'est donc un récit d'apprentissage, un récit initiatique on pourrait dire, en tout cas le voyage de cet adolescent new-yorkais dont la vie a bien de basculer. C'est un texte qui est dur par moments parce que voilà, il y a des phases, des moments que va vivre Théo qui sont pas forcément faciles à lire quand on commence à avoir de l'empathie pour lui. Il y a des moments où on ressent beaucoup de peine, où personnellement j'avais vraiment le cœur qui se pinçait quand il décrit certaines choses qu'il fait ou qui lui arrivent. Mais c'est aussi un texte qui arrive à trouver plein de moments touchants, de moments plus poétiques, avec des rencontres, des moments de grâce en fait pour lui, de souvenirs par exemple, de choses comme ça qui arrivent à le tirer un peu plus vers le haut, je dirais. Le thème du deuil, de la mort sont des thématiques qui vont être assez présentes dans le texte et qui vont vraiment revenir un peu comme par vagues parfois. Il y a aussi la thématique en fond de cette peinture mystérieuse qui est le Chardonneret. Alors je vous explique pas trop comment ça va être relié à Théo, vous allez le découvrir très vite par vous-même, mais c'est une toile qui va vraiment hanter aussi le récit, qui va être présente de façon parfois un peu sporadique, des fois elle est là, des fois non. Elle revient un peu à des moments parfois où on s'y attend le moins. Et ce texte est très fort par sa narration justement, je trouve. C'est un texte qui va vraiment dans le détail, qui est progressif, qui est assez descriptif. Je pense que certaines personnes pourraient s'ennuyer en le lisant très sincèrement. Et je pense honnêtement que le texte il mériterait d'être peut-être raccourci de 100-200 pages, quelque chose comme ça à mon avis. Il y a vraiment des moments, des passages dans la plume de Donna Tartt qui ont très bien fonctionné sur moi. Comme je disais, il y a 2 rebondissements que j'ai trouvé assez bien maîtrisés.
toute la narration en général est plutôt agréable et moi j'aime quand on me décrit et que j'arrive très bien à me figurer les lieux, des détails, des réactions humaines qui sont, je trouve, assez bien saisies par la plume de Donna Tartt. Il y a aussi des moments de poésie, en tout cas de réflexion, d'introspection du personnage que j'ai trouvé assez bien retranscrit également. C'est quand même, Théo est un personnage qui va traverser des moments de grande détresse, hein, et parfois d'absence absolue de sentiments. Il tombe clairement en dépression, on le sent à plusieurs moments, donc ça c'est assez bien retranscrit. Par contre, sur la fin du livre, j'ai l'impression que le texte part un peu dans des considérations philosophiques, d'interprétation un peu poussives, je trouve, notamment sur les toutes dernières pages du livre où vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que... On n'a pas eu ça tout le reste de l'ouvrage et là ça y est, tout est condensé en un seul moment. Je trouve que c'est un peu bizarre et étonnant. Mais malgré tout, les 2 derniers paragraphes, je crois vraiment, du bouquin fonctionnent pour moi très bien. En tout cas, on marchait sur moi encore une fois. Parce que ça reste quand même assez personnel à chaque fois. Et voilà, ça reste une lecture que j'ai appréciée. Je lirai peut-être Le Maître des Illusions de Donna Tartt plus tard, pas dans la suite parce que là faut que je vais un peu digérer ça et lire d'autres choses entre temps. Mais c'était quand même une lecture assez intense et et comme je l'ai déjà dit, marquante. Je pense que ouais, je vais m'en rappeler assez longtemps de ce texte. Une présence incarnée. Il émanait d'elle une réalité psychique. Il y avait de la profondeur et du contenu. Elle était entre moi et je ne sais quel endroit d'où elle avait débarqué, un paysage au-delà. Et il n'était question que du moment où nos yeux s'étaient rencontrés, dans la glace, surprise et modulation, ces superbes yeux bleus avec les cercles noirs autour des iris, des yeux bleus clairs, saturés de lumière. Affection, intelligence, tristesse, humour. Il y avait du mouvement et de l'immobilité et de la modulation, ainsi que toute la charge et la magie d'un grand tableau. 10 secondes, l'éternité. Tout gravitait autour d'elle. Un instant dans son champ d'attraction, et l'on pouvait y vivre pour toujours. Elle n'existait que dans le miroir, à l'intérieur de l'espace du cadre, et bien qu'elle ne soit pas en vie, pas vraiment, elle n'était pas morte non plus, parce qu'elle n'était pas encore venue au monde, et qu'elle n'en était pas non plus absente. Bizarrement, pas plus que moi, en un sens. C'est un endroit merveilleux, il y a plein de petits chiens adorables. On se retrouve quelques jours après, et c'est vrai que je pense pas vous avoir débrief sur ma lecture de Tenir une auberge magique de Sangu Mandana. Je suis pas extrêmement loin dans le texte, même si ça fait longtemps que je l'ai commencé, je suis même pas à la moitié, j'ai pas hyper avancé. Parce que c'est un texte où, comment dire, je sais que je peux le laisser de côté et facilement y revenir parce qu'il se lit très bien. Il n'y a pas 50 choses à retenir dans le texte, donc ça fait que je sais que je peux y revenir facilement. Mais c'est vrai que je suis pas plus emballée que ça à le lire. Donc pour rappel, du coup on va suivre le personnage de Sera, qui est un personnage qui a commis un rituel interdit, celui de ramener quelqu'un d'entre les morts. Elle a commis ce rituel et en punition elle a été privée de ses pouvoirs pour compenser ce sort qu'elle a fait. Donc il ne lui reste quasiment plus aucune magie. Et donc elle se retrouve à devenir gérante d'une auberge magique, d'une auberge qui est imprégnée de magie et dans laquelle il se passe plein de petites choses un petit peu étonnantes. On va donc faire connaissance avec Sera des années après qu'elle ait utilisé ce sort et sa vie en fait, on va découvrir sa vie au sein de cette auberge, les différentes personnes qui sont dans cette auberge et qui y restent de façon plus ou moins permanente. Donc on va retrouver une ribambelle de personnages assez hauts en couleur avec pas mal d'humour et aussi une belle diversité on va dire dans la représentation des personnages qui est plutôt chouette je trouve. Donc ça se lit très bien, l'univers est pas extrêmement développé mais suffisamment pour qu'on ait de l'intérêt pour l'histoire de Sera et qu'on s'attache à elle et aussi aux personnages qui l'entourent. Sera est un personnage qui va donc chercher à recouvrer ses pouvoirs magiques. Pour cela, elle va se faire donc aider en partie de personnes qui logent dans l'auberge.
Et il y a également une petite romance qui est en train de pointer le bout de son nez. Pour l'instant c'est assez léger mais c'est plutôt mignon, donc j'aime bien. Donc très chouette lecture je trouve automnale si vous avez envie de quelque chose d'assez simple, un peu léger. C'est vraiment idéal pour l'instant, ça correspond exactement à ce à quoi je m'attendais. Voilà, il faut que je continue, j'avoue que c'est pas non plus une lecture extrêmement palpitante, c'est plus vraiment une lecture détente que j'aime bien avoir en fond. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Depuis que j'ai fini le Chardonneret, j'ai commencé à lire La Harpiste des Terres Rouges de Aurélie Wallenstein, qui est un livre au programme du book club de Jodie des Livres de la Crypte. Et je connaissais pas du tout cette autrice, c'est une vraie découverte pour moi. Elle est a priori assez... elle a eu pas mal de prix autour de l'imaginaire. Là, dans La Harpiste des Terres Rouges, on va suivre Abraham dont le frère Jarod en fait est parti un petit peu à l'aventure. On est dans un monde, dans un univers qui s'inspire beaucoup du western du début du 20e siècle, fin 19e, début 20e je dirais. Je suis pas hyper calée sur les dates, mais ça s'inspire un petit peu de ce genre d'environnement et de la conquête en fait de l'ouest américain. Sauf que ce n'est pas dans notre monde à nous, c'est un autre univers. Les endroits sont un peu différents et ce que les gens cherchent à conquérir, c'est une sorte d'île qui est apparue avec plein de terres rouges et notamment une zone qui s'appelle Symphonie et qui est dominée par une espèce de chimère qui asservit les gens qui ont le malheur de tomber entre ses griffes et qui s'appelle la harpiste. La harpiste, c'est une espèce de figure féminine qui a pas de tête en fait. À la place de la tête, elle a une harpe, un peu comme c'est représenté là. Et à partir de sa musique, elle envoûte les personnes et elle les a sous son contrôle. Abraham, il a un frère Jarod donc, qui est parti à la découverte un petit peu de ce nouveau continent qui s'appelle je crois Nakarat, voilà Nakarat ça s'appelle, mais il n'est jamais revenu, il est tombé a priori entre les mains de la harpiste et il a disparu. Quelqu'un a réussi à s'échapper des mains de la harpiste et c'est une première piste en fait pour Abraham pour essayer de retrouver son frère qui a disparu. Pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages et je dois avouer que c'est une lecture plutôt prenante et qui se lit assez bien aussi. Vraiment, je suis très intriguée en fait par l'univers, notamment par le fait qu'il y a un système, on va dire, où les personnes qui donc sont sur le continent de Nakara peuvent se greffer en fait des pouvoirs magiques à partir des monstres qui habitent dans la zone. Ils se greffent donc des pouvoirs, mais ces pouvoirs ont une contrepartie à chaque fois, donc ça laisse un côté un peu... il y a des enjeux en fait autour d'une greffe, c'est pas juste avoir des pouvoirs, il y a aussi une contrepartie entre guillemets qu'il faut avoir en tête. Je trouve ce côté très intéressant et des gens disaient sur le Discord de Jodie que ça faisait penser un petit peu à un jeu vidéo, à un RPG, et c'est vrai qu'il y a totalement ce côté-là, ce côté de on part en quête d'un endroit qu'on connaît pas, il y a des monstres à combattre. Et il y a un espèce de gros boss dans la zone donc qui serait a priori cette harpiste, donc c'est assez marrant. Que ce côté greffe, chasse aux monstres un petit peu, il y a aussi un aspect un peu gore dans le texte que je trouve pas non plus exagéré pour l'instant, mais qui est quand même présent. Ça me fait penser à un jeu vidéo que je viens juste de commencer en parallèle qui s'appelle Bloodborne. Si vous êtes familière des jeux vidéo, ça vous parle peut-être. C'est un jeu en gros où on incarne une sorte de chasseur, chasseuse, on sait pas trop. Et il y a pareil, il y a des monstres qui évoluent dans un endroit qu'on connaît pas, que des gens essayent de conquérir plus ou moins. Et il y a ce côté un peu gore aussi. Alors les deux œuvres sont hyper différentes, hein, attention. Mais juste je retrouve un peu quelques petits patterns, on va dire, quelques petites similitudes si je puis dire entre les deux. Et je trouve ça assez marrant que j'ai commencé ces deux œuvres entre guillemets plus ou moins en même temps. C'est assez marrant. J'ai une réserve sur ce texte cependant. Les personnages principaux, enfin le personnage principal Abraham et son frère Jarod sont deux personnages noirs et l'autrice utilise au début du roman, en tout cas à 2-3 reprises le N-word. Et je suis pas hyper à l'aise avec l'utilisation de ce mot quand c'est un auteur ou une autrice blanche qui l'utilise, et particulièrement dans un contexte imaginaire, c'est-à-dire que c'est quand même un mot qui pour moi est chargé de sens, chargé d'histoire, c'est quand même pas un mot qui est employé comme ça n'importe comment, enfin c'est voilà, pour ça qu'on ne le dit pas d'ailleurs. Et je suis pas hyper à l'aise à l'idée qu'il soit utilisé comme ça dans un univers de fantasy où a priori l'histoire n'a rien à voir avec la nôtre, enfin dans notre vrai monde quoi. Alors je comprends l'intention de l'autrice derrière, je pense qu'elle utilise ce terme pour justement dénoncer les discriminations auxquelles fait face Abraham, donc voilà, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière évidemment, mais je sais pas si c'est maladroit ou si c'est quelque chose
qui est ok en fait d'être utilisé. Bon, je suis pas la mieux placée pour en parler, je pense que vous le verrez. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui m'a questionnée et je sais pas trop quoi en penser. Donc si des gens concernés ont un avis sur le sujet ou ont quelque chose à dire par rapport à ça, je suis vraiment preneuse de votre parole. Mariana Enriquez donc, a fait des études de journalisme. Elle exerce en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'enseignante et bien sûr autrice. Nous allons parler de sa facette de nouvelliste à travers la nouvelle Les oiseaux de nuit, Los pájaros de la noche, qui est la deuxième nouvelle du recueil Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, qui a également été édité par les éditions du Sous-sol, qui s'appelle en espagnol Un lugar soleado para gente sombría. On se retrouve dimanche, je reviens du festival Lire en poche. Festival où je suis arrivée au bon moment je pense parce que il y a vraiment beaucoup de monde. Je savais que c'était un gros festival mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Heureusement l'espace est assez grand, j'ai trouvé que c'était assez bien organisé de ce que j'ai pu en voir. J'avais prévu donc d'aller voir en dédicace Mariana Enriquez et Yasmina Radra. Alors j'ai loupé Yasmina Radra parce qu'en fait il fallait que j'aille à... Je voulais aller en fait écouter une lecture de Mariana Enriquez justement avant de faire dédicacer un livre. Donc je l'ai loupé, mais j'ai aperçu Yasmina Radra de loin, il avait l'air très souriant et très heureux d'être là, donc voilà. Il faut faire des choix, je ne pouvais pas tout faire. Donc j'ai été assister à une lecture en langue originale de Mariana Enriquez, donc elle a lu le début d'une nouvelle qui est parue dans son dernier recueil, qui vient tout juste de sortir, qui est donc Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, qui vient tout juste de sortir donc aux éditions du Sous-sol. Elle a lu le début d'une nouvelle qui s'appelle Les oiseaux de nuit. Et elle était accompagnée par un auteur britannique londonien, si je ne m'abuse, qui s'appelle Charlie Gilmour et qui lui lisait l'incipit de son roman Première plume. En fait, ils ont lu chacun et chacune en langue originale, donc argentin et anglais, et avec le texte en français en fait qui s'affichait derrière, donc la traduction d'Anne Plantagenet pour Mariana Enriquez. Et il y avait respectivement 2 interprètes pour qu'on puisse leur poser des questions après. Donc c'était déjà très chouette de pouvoir entendre ces auteurs et autrices lire dans leur langue. Alors je comprends pas, je parle pas du tout espagnol, mais j'ai quand même compris quelques mots et c'était quand même chouette de pouvoir écouter en essayant de suivre avec le texte français. Et puis bon, en anglais ça allait, j'ai quand même globalement compris ce que lisait l'auteur. Et j'ai bien aimé parce qu'après on a eu un temps d'échange où on a pu leur poser quelques questions et notamment sur leur rapport avec leurs traducteurs et traductrices respectives et plus globalement en fait leur rapport à la traduction. Et je trouvais ça hyper intéressant. Il y avait notamment Charlie Gilmour qui rappelait le fait que l'anglais britannique est traduit vers l'anglais américain, ce que je trouve juste hallucinant. Et notamment sur le fait qu'il essaye souvent de batailler pour que certains termes restent parce que c'est pas des termes entre guillemets complexes à comprendre pour les Américains, mais vraiment rien n'y fait. Ils expliquaient que c'était un combat perdu d'avance, notamment pour le terme par exemple pantalon qui se dit trousers en anglais et pants en américain. Ce qui peut sembler anodin, mais il disait justement que pour lui il devait un peu faire l'effort de consommer du contenu entre guillemets britannique parce qu'on est abreuvé de contenu culturel américain et à l'inverse les Américains ne font pas vraiment l'effort, ils trouvaient de lire par exemple en anglais britannique tout simplement. Et je trouve que c'est assez vrai du peu que j'avais pu observer et en tout cas c'est pas la première personne que j'entends dire ça, donc c'est assez intéressant qu'il le rappelle et ça a permis de faire le lien avec les traductions de Mariana Enriquez qui d'une part est très attachée à la traduction française. Mariana Enriquez a vraiment un lien d'affection avec la France que dont je n'étais pas au courant. C'est un pays qu'elle affectionne par rapport à la langue, à l'entente qu'il y a entre la France et l'Argentine, par rapport à tous les auteurs et autrices qu'on a, à nos philosophes aussi. Elle disait que c'est quelque chose qui est enseigné à l'université en Argentine. Et sa mère elle-même est très attachée à la France. Enfin, voilà, elle a un lien particulier avec la France. Elle comprend le français. Elle comprend le français. Elle le parle pas, mais elle le comprend. Elle sait le lire, elle disait. Donc je savais pas du tout qu'elle avait ce rapport-là avec la langue française en tout cas. Et elle a parlé aussi du fait de traduire, on lui a demandé en fait justement si son texte était traduit en espagnol d'Espagne quoi.
Et elle expliquait que sa maison d'édition, justement, en Espagne, conservait en fait les textes tels qu'ils étaient, donc que ce soit de l'argentin, du chilien ou du mexicain, qu'elle avait une maison d'édition qui justement conservait des diversités qui étaient liées aux différentes variations qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre de l'Amérique latine, mais qu'à l'inverse, il y avait aussi des maisons d'édition qui tendaient à vouloir espagnoliser, c'est le terme qu'a choisi l'interprète qui je pense est assez juste, en fait toutes les langues d'Amérique latine, alors que y a une diversité qui pour elle mérite qu'on se batte pour elle, en tout cas qu'on conserve ces particularités qui se font justement toute la différence, et qui de toute façon si elles étaient traduites le texte sonnerait plus de la même façon, en tout cas en espagnol. Donc c'était très intéressant d'entendre cet aspect-là, en tout cas qu'elle nous explique cet aspect-là. Et voilà, globalement, les échanges étaient vraiment intéressants. Je suis hyper contente d'être allée l'écouter, vraiment. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien, en vrai. Et voilà, puis après, je suis allée faire donc dédicacer son dernier recueil, qui est aussi un recueil de nouvelles. Elle a écrit un roman, Notre part de nuit, mais elle a aussi écrit beaucoup de recueils de nouvelles. Donc je pense qu'elle est plus novelliste finalement que romancière, j'ai l'impression. Et ils expliquaient qu'elle était journaliste et enseignante de profession, et écrivaine aussi. Voilà, donc c'était super chouette. Voilà, je suis pas restée très longtemps parce qu'il y avait beaucoup de monde, il commençait à faire chaud, c'était un peu étouffant et j'avais pas spécialement envie d'acheter de livres en particulier. Je voulais vraiment venir pour Marianne Enriquez et lui acheter son dernier livre. Mais voilà, je voulais pas trop m'attarder. En tout cas, c'était chouette, je connaissais pas du tout ce festival et je suis contente d'être allée le découvrir, c'était très bien. Il s'agit en réalité d'une nouvelle qui m'a été demandée en fait, donc je l'ai faite sur commande. Parfois j'aime travailler comme cela sur projet. Donc il s'agit d'un récit, d'une nouvelle sur une peintre argentine pas très connue qui s'appelle Mildred Burton, qui peignait de façon totalement obsessionnelle sur les métamorphoses en fait de femmes en oiseaux. Et cette nouvelle n'a plus grand chose à voir avec elle en réalité, mis à part son lieu de naissance, mais ça a énormément à voir avec les oiseaux essentiellement. Me revoici pour conclure ce vlog. J'ai terminé Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Ça n'aura pas été un coup de cœur, c'est pas une mauvaise lecture et objectivement je pense que c'est vraiment un livre qui va trouver son public parce que c'est comment dire, un texte vraiment de cozy fantasy. Je pense que ça m'a beaucoup rappelé le livre Légende et Laté, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans la façon dont les événements se déroulent. C'est-à-dire que c'est un texte qui axe beaucoup plus son histoire, sa narration sur les relations entre les personnages, sur un côté de bienveillance par rapport à l'intrigue finalement qui est le personnage de Serra qui veut retrouver ses pouvoirs magiques, qui se règle de façon quand même je trouve assez simple, peut-être pas exagéré, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des trucs dans la narration qui arrivent quand même de façon très étonnante. Pareil, le comportement de sa meilleure amie au début du livre, et enfin, il y a des trucs un peu bizarres. C'est ok, j'accepte facilement ce genre de choses, des événements qui peuvent être entre guillemets un petit peu facilités, mais bon voilà, si c'est ce que vous cherchez vous dans cette lecture, ne passez votre chemin, ça vous plaira pas. Si vous cherchez par contre de la cozy fantasy, ça remplit totalement son rôle avec cette espèce de petite maison magique avec une palette de personnages hyper chouette. C'est aussi un texte qui profite quand même qui essaie en tout cas d'aborder des thématiques plus lourdes mais de façon légère. Par exemple, il parle de l'acceptation d'un personnage, d'une enfant notamment, qui a des troubles du comportement et qui est rejetée en fait par toute la communauté magique et qui n'est soutenue que par son frère. Donc par exemple c'est une gamine qui parle pas, enfin qui s'exprime pas vraiment comme normalement entre guillemets, qui peut pas vraiment suivre de cours de façon on va dire classique. Donc ça c'était intéressant. Il y a aussi la question du racisme et de l'immigration qui est abordée notamment vis-à-vis du personnage de Serra qui explique avoir quand même subi une forme de rejet à son arrivée en Angleterre, je crois. Oui c'est ça. Et voilà, donc ça c'est quand même des sujets qui sont en toile de fond mais qui sont tout de même évoqués et de façon quand même relativement frontale, donc j'ai trouvé ça assez chouette. Il y a aussi une notion sur toute la fin du livre de renouveler en fait le conseil en fait de magie qui est constitué uniquement de personnes
de personnes blanches qui sont issues de grandes familles de magiciens. Donc en fait c'est une petite caste qui s'auto-entretient et qui se renouvelle toujours entre eux. Donc ça c'est intéressant, le livre va essayer d'aborder ces sujets-là, donc j'ai trouvé ça chouette, mais voilà, j'ai eu du mal à continuer cette lecture à chaque fois, c'était pas désagréable à lire, mais j'avais pas spécialement envie d'y retourner, ça me faisait pas plus d'effet que ça, donc c'était une lecture ok, mais pas incroyable pour moi. J'ai aussi eu du mal avec la romance qui au début est très progressive, on appelle ça slow burn je crois dans le jargon romance, je n'y connais rien. Donc c'est progressif et d'un coup ça se débloque et vraiment j'étais là en mode waouh, d'accord, c'est il y a tout qui s'emballe brutalement là, c'est un petit peu intense, ok, pourquoi pas. Voilà, donc ça m'a un peu aussi, pas sorti du truc, mais bon voilà, ça m'a pas spécialement bof quoi. Voilà, donc ça c'était pour tenir une auberge magique. J'ai aussi terminé La harpiste des terres rouges de Aurélie Wallenstein. Il y a... Waouh, quel ride, et c'est le cas de le dire pour un livre qui s'inspire un petit peu de l'ambiance western. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un 10 sur 10 si je puis dire, mais franchement c'est un livre qui apporte plein de choses hyper intéressantes qui fait que j'ai vraiment apprécié le lire. Déjà je trouve que, comme je dis, je crois que je l'ai déjà dit dans les jours précédents, mais il y a un univers qui est très riche, qui est vraiment plutôt axé autour donc d'une contrée du nouveau monde entre guillemets, hein. C'est un univers totalement imaginaire qui s'appelle Symphonie et qui est basé sur la musique. Il y a des sortes de créatures magiques, de chimères en fait, qui vivent dans ce monde et il y a vraiment tout un jeu autour de la musique. Des personnes se font greffer des bouts d'instruments sur elles. Il y a cette mystérieuse harpiste qui a un chant qui envoûte les personnes. Un petit peu comme une... En fait, je pense qu'il y a un peu un jeu sur la harpie, sirène. Enfin, il y a un truc un peu là-dessus, je pense. Il y a en fait beaucoup de créatures magiques qui produisent des sons qui envoûtent, qui manipulent l'esprit des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout le long du texte et que j'ai vraiment trouvé très chouette et plutôt bien exploité. Donc vraiment c'est un univers très foisonnant, très graphique, qui est beaucoup décrit, qui est beaucoup décrit visuellement finalement, mais aussi dans la violence est aussi très graphique, hein. Je précise que c'est un texte à pas mettre entre toutes les mains, c'est quand même assez gore, c'est quand même assez vénère ce qui se passe quand même parfois. Très original et une volonté vraiment de partager un univers, enfin je vois vraiment une série sur ce type de texte, ou un jeu même, comme j'ai pu le dire aussi déjà. C'est haletant, il y a vraiment un rythme effréné, c'est clairement un tourne-page, un page reader, moi j'appelle ça un tourne-page, je me suis fait un petit mot français pour ça. Il se passe tout le temps des trucs, c'est vraiment très concentré dans la... comment dire, il y a beaucoup d'action, il se passe tout le temps des trucs. Limite parfois quand je lisais le texte, j'avais le souffle coupé, enfin je haletais littéralement parce que je me disais waouh mais il se passe trop de trucs. C'était très intense à ce niveau-là. Les personnages sont bien introduits, que ça soit le personnage donc de Abraham, son frère Jarod, ou même toute la petite bande en fait que va rejoindre Abraham au début du texte. Tous les personnages sont bien introduits avec des caractéristiques particulières. Voilà, c'est assez chouette. Il y a des choses qu'on voit venir un peu dans la narration, d'autres moins, donc j'ai bien aimé, c'était assez équilibré à ce niveau-là. Et aussi, je parlais aussi d'originalité du texte, en gros beaucoup de personnages vont avoir des greffes dont je vous parlais. Ces greffes ont des contreparties qu'on appelle des revers. Et je trouve que pareil, ça c'est un élément qui est plutôt bien utilisé dans le texte, donc ça c'est... vraiment un truc que j'ai vraiment apprécié. Je suis très curieuse de voir ce qu'elle a fait d'autre cette autrice parce qu'elle a l'air d'avoir vraiment un imaginaire assez intéressant, donc ça m'intrigue de lire d'autres textes d'elle. Après pour les moins, je dirais que parfois ça allait trop vite. En fait je pense que j'aurais aimé quand même quelques moments un peu plus contemplatifs pour, je sais pas, décrire peut-être un peu plus les paysages qu'on voit, même s'ils sont en partie décrits, mais... Il y avait des moments où j'avais un peu du mal à exactement voir dans quel type de zone ils pouvaient se trouver. Et puis, autre petit regret, c'est que je trouve que finalement, la harpiste, qui donne quand même son nom au texte, qui est sur la couverture, est un personnage qui est plus finalement une ombre, une présence, que vraiment un personnage qu'on va beaucoup voir. Donc... je pense que j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus développée, ou en tout cas son histoire, son origine en fait soit un peu plus développée. Voilà.
Voilà, il y a un ray de lumière là qui vient d'apparaître, donc je suis illuminée pour vous parler des besoins artificiels de Rasmik Kecheyan, que j'ai eu le temps de lire en fait finalement ce week-end, vu que je tourne un peu vraiment à la bourre. J'ai commencé à lire et je me suis dit que ça allait vraiment être chaud, que j'allais rien comprendre, parce que c'est très théorique sur le départ. Ça ne l'est pas toujours dans le texte, mais il y a vraiment des phases qui sont très théoriques et où je me suis dit ouais, ça va être un peu tendu. Mais bon, j'ai pris mon temps, j'ai relu les passages dont j'avais besoin et au final je suis assez contente de cette lecture. C'était pas extraordinaire pour moi, mais j'ai quand même bien aimé. Déjà parce que ça redéfinit en fait ce que sont les besoins. Je vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'il faut que je mette à plat mes notes, toutes les notes que j'ai prises. Mais en gros, il y a différents types de besoins. Il y a des besoins évidemment qui sont vitaux, des besoins qui vont venir par la suite aussi, des besoins qui sont dits, qui s'historicisent. C'est-à-dire que par exemple... il y a des personnes aujourd'hui qui utilisent une machine, qui ont besoin de certaines machines ou de certains médicaments pour traiter des problèmes de santé ou peu importe qu'elles peuvent avoir. Et il n'y avait pas forcément ça à l'époque, donc ce sont des besoins qui se sont créés finalement par la suite, vu qu'il y a eu des nouvelles inventions, des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant, il y a vraiment toute une notion de définition de ce que sont les besoins. Il articule beaucoup son propos autour de l'exemple du droit à l'obscurité, c'est-à-dire du fait qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il y a beaucoup de pollution lumineuse et que finalement voir un vrai ciel nocturne dans l'obscurité totale, c'est quelque chose qui n'est plus accessible à tout le monde maintenant. Donc ça crée un nouveau droit, un nouveau besoin finalement, un besoin à l'obscurité. C'est un texte qui rappelle, qui donne pas mal de définitions et qui rappelle notamment les effets du capitalisme sur l'être humain et sur son environnement. Donc là-dessus, c'est je trouve une assez bonne synthèse du sujet et de la société, de ce qu'est la société de consommation en général. Il s'attarde aussi sur quelques exemples assez intéressants, notamment sur la notion de garantie, même si je trouve que parfois c'est un peu longuet et qu'il s'y attarde un peu. Mais voilà, il y a pas mal de petits exemples qui sont donnés de faits que je connaissais pas, qui je trouve sont assez bons à rappeler. Il parle aussi des effets de consommation sur la santé, avec notamment les personnes qui sont atteintes de troubles au niveau et qui font par exemple des achats compulsifs. Il y a pas mal, un assez long passage sur ça. Et puis il donne aussi des pistes de réflexion et d'action tout simplement sur ce qu'on peut faire pour s'organiser, pour lutter contre justement la création entre guillemets d'objets qui ne sont pas vraiment utiles pour notre quotidien. Voilà, donc je suis assez vague, hein, je rentre pas trop dans le détail, j'ai pris beaucoup de notes. Il faut que je reporte ça tranquillement pour avoir un truc complet. C'est ce que je fais en général quand je lis un essai, je prends des notes, je note des pages et après je réarticule tout sur une page, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Là je vous débriefe un petit peu à chaud. Voilà, c'est pas forcément une lecture extraordinaire parce que je trouve pas que ça soit si simple que ça à lire. Il y a quand même pas mal de passages où j'ai dû relire plusieurs fois et où des fois je trouvais juste que c'était vraiment un peu long pour finalement pas dire grand chose. Mais globalement j'ai trouvé ça bien et j'ai quand même appris beaucoup de choses, donc voilà, c'était une bonne lecture. Je vais conclure ce vlog. J'ai commencé vite fait Bury Our Bones in the Midnight Soil. Je sais pas le dire. En fait, je savais pas du tout, mais c'est un pavé le truc. J'avais pas du tout fait attention en le prenant. Il fait plus de 600 pages en anglais. Bon, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je le lis en anglais et je l'écoute en même temps pour vraiment... Je trouve que ça m'aide à me concentrer. Mais finalement, il y a pas mal de mots sur lesquels j'ai buté au début du texte et je me suis dit, ouais, mais l'audio, ça sera plus simple. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. On peut se retrouver en attendant sur Twitch où je live régulièrement. Et sinon, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!